Salut à toi mon petit poteau, moi c'est François, bienvenue à toi sur la chaîne Au bout du fil et j'espère vraiment que t'es en énorme forme mon pote parce qu'aujourd'hui on va parler d'un mec, qui s'appelle Laurie. Je sais pas si tu le connais mais ce mec là, c'est pas l'inventeur du leurre à proprement dit, mais c'est le gars qui grâce à lui on a démocratisé la pêche au leurre et l'utilisation de leurre pas cher on va dire. Je vais t'expliquer un petit peu son histoire, c'est un Finlandais. Il est né sur une île du lac Päijänne, alors je sais pas du tout comment ça se prononce, désolé les Finlandais si je me trompe, et il s'appelle Monsieur Lauri Rapala, et si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux connaître son histoire. C'est parti mon pote, ça suit par rapport à la vidéo de la dernière fois qui parlait de la cuillère, n'hésite pas à aller la voir. Évidemment, si tu me connais pas, n'hésite pas à regarder les vidéos, à t'abonner, à liker, à partager, à mettre un commentaire, la totale. Si tu me connais, ben pareil, n'hésite pas à me le dire, ça me fait plaisir, je lis tous vos commentaires, surtout sur une petite chaîne comme ça, c'est relativement facile, donc c'est cool. Les petits potos, on va parler de Laurie, c'est parti. Lauri Rapala, oui, Monsieur Rapala. Pourquoi on lui a donné ce nom? Parce que tout simplement, à l'époque, il est né d'un père inconnu. Et on lui a donné le nom du village. C'est pour ça qu'il s'appelle Lauri Rapala. Et quand tu entends ce mot Rapala, déjà, tu as dans ta tête des leurres. Et je pense que dans ta boîte, tu dois forcément en avoir un ou deux. Et c'est ça qui est fort avec cette marque. Et c'est pour ça que je voulais vous en parler. Parce que c'est un peu comme les bagnoles. Vous voyez une Peugeot, vous voyez, je sais pas, une Mercedes, vous savez, même sans voir la marque, si on vous enlève le logo, vous savez reconnaître. Et bien c'est pareil, moi je trouve chez Rapala, il y a vraiment une identité, quelque chose qui fait qu'on peut reconnaître la marque. Et c'est vraiment ça qui est incroyable sur cette marque. Donc tout commence, comme je t'ai dit, en 1905 à sa naissance, mais beaucoup plus tard, quand il s'est mis à travailler, comme tout le monde. Et à cette époque-là, il fallait savoir que tu n'avais pas 36 solutions. En gros, soit tu bossais dans les champs, soit tu étais pêcheur, soit les deux, et lui il était un peu les deux, donc il pêchait à la ligne ou au filet, il ramenait ses prises et il allait les vendre sur le marché. Sauf que lui et ses cousins, ben vraiment, c'était quand même des passionnés de pêche, ils préféraient 1000 fois aller à la pêche qu'au champ, et ses cousins, ils pêchaient déjà avec des leurres. C'était des leurres de la marque Hedon, H-E-2-D-O-N, c'était les marques américaines extrêmement chères, et donc ils pêchaient ce qu'on appelle la pêche sportive, ils pêchaient au leurre. Faut savoir qu'à cette époque-là, je pense que quand tu perdais un leurre dans l'eau, ben t'y allais. Même si c'était à 12 mètres, tu mettais un masque, un tuba et t'allais le chercher. C'était des leurres qui étaient extrêmement chers, difficiles à se procurer et pas forcément super bien conçus. Les seuls fabricants étaient américains. Il faut imaginer que les imports, c'était pas comme aujourd'hui sur Internet avec AliExpress. Pour les faire venir, il fallait que quelqu'un y soit allé. Donc c'était extrêmement compliqué. Et c'est là que tout commence. C'est-à-dire que Laurie, il s'est dit, moi, je vais fabriquer mon propre leurre. Tout commence en 1936. Donc Laurie avait 31 ans. Et il décide de produire son premier leurre. Alors, il y a plein d'informations qui disent que ça a été fait en balsa avec du papier en chocolat, là, vous savez, des espèces de films aluminium en chocolat. Apparemment, selon le dernier site que j'ai trouvé, c'est complètement faux. En fait, il l'a construit en liège, son premier leurre. Et vu que le leurre flottait, en fait, c'est là qu'il a eu l'idée d'y mettre une bavette dedans, une petite bavette en métal. Il y a mis 3 triples. À cette époque-là, je pense qu'il y avait 0 réglementation, donc ça y allait. Il a mis 3 triples et il a commencé à utiliser son leurre comme ça, à le vernir pour que le liège dure plus longtemps. Le problème qu'il a rencontré, qu'il a vite rencontré, c'est qu'il ne pouvait pas trop jouer sur les couleurs. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'industrie pétrolière comme aujourd'hui. On ne pouvait pas trouver autant de vernissage possible, de colorants, de choses comme ça. C'était beaucoup plus délicat. Et donc, lui, il a eu l'idée de recouvrir son leurre avec une espèce de feuille de métal. Le souci, il n'y avait aucune colle disponible, en tout cas facilement. Comme je t'ai dit, hein, l'industrie pétrochimique, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Tu vas pas à Intermarché acheter de la colle, tu vois. Donc, il n'avait pas de solution pour coller cette fine couche d'aluminium. Et en fait, il a rencontré un photographe qui lui a donné une solution. En fait, les négatifs photos étaient collés à base d'acétone. Et il a utilisé cette technique sur ses leurres pour pouvoir produire le premier leurre Rapala brillant. Et il a continué comme ça à en produire même pendant longtemps sur ces techniques-là. Et il a pu changer en partant sur des coloris dorés, sur différents coloris. Et je pense que c'est ce qui a fait l'attrait du leurre. À l'époque, faut pas oublier qu'on pêchait principalement à la cuillère. Donc la brillance d'un leurre, c'était hyper important. Il n'y avait que ça. On n'avait pas encore toutes ces formes vraiment travaillées, recherchées. Et c'est comme ça en fait que Rapala a pu déjà faire sa première évolution de leurre tout seul grâce à son imagination et grâce à ses connaissances. Et c'est là que tu vas voir qu'en fait, c'était un visionnaire le mec. Évidemment, 1936, c'est des dates qui te parlent. La guerre était proche. Évidemment, il y a eu la guerre. Donc pendant la guerre, tout s'est arrêté. Mais en 1945, ça a repris avec la fin de la guerre. Et en fait, il a complètement changé les matériaux. Il faut savoir, comme je t'ai dit, qu'au début, c'était produit en liège. Sauf que
que le liège c'était relativement cher, donc coûteux, difficile à trouver. Et du coup, il a décidé de changer de stratégie en prenant en pain, tout simplement. Le pain, bah, c'est un arbre qui pousse vite, donc pas très cher, facilement trouvable. Et en plus, pour ceux qui ont déjà travaillé un minimum le bois, c'est un bois qui se travaille plutôt bien et qui est relativement léger, mais un peu moins que le liège. Donc je pense qu'il avait des possibilités déjà de faire évoluer ses leurres beaucoup plus facilement qu'avec une matière comme le liège qui est très très légère. Et je pense qu'il devait être relativement difficile à lancer. Comme tu le vois, c'était vraiment une production très très locale. C'est-à-dire que le mec, il vendait autour de lui, il partageait à des poteaux. Mais c'est vraiment à partir des années 50 où la production a vraiment commencé à prendre de l'ampleur et je vais t'expliquer pourquoi. En 1950, Laurie produit avec ses fils, un peu ses cousins, des leurres. Voilà, fait à la main. Et ça commence à s'entendre par le bouche à oreille et il y a un revendeur, le premier revendeur d'Helsinki, qui s'est dit, qui a senti le coup venir, qui s'est entretenu avec Lauri Rapala et ils ont commencé à s'entendre et il a pu vendre des leurres dans sa boutique. Ce qui s'est passé, c'est que le fils du propriétaire de la boutique, il était agent de sécurité pendant les JO aux États-Unis. Et ce mec-là, il a ramené quelques leurres avec lui, il a commencé à en parler à des potos et à des sportifs qui kiffaient aussi la pêche de leur côté, et il a distribué des leurres. Et apparemment, d'après la légende, il se dit que c'est comme ça que les leurres sont arrivés aux États-Unis. Et c'est pas une mauvaise chose parce que grâce à ça, il a pu se faire connaître outre-Atlantique et tu vas voir que c'est vraiment ce qui a changé l'histoire de ces leurres. Et il faut savoir que après les années 50, grâce à ces reventes, Laurie, il a pu complètement se consacrer à la production de ses leurres. Donc il faut imaginer, le mec avait créé sa propre entreprise. Et c'est ça qui est formidable. Déjà dans les années 50-60, vu qu'il devait être le seul à produire des leurres, et bien avec sa petite famille, il a réussi à en faire un business et à en vivre et du coup quitter le travail des champs. Et même aujourd'hui encore, moi je kifferais produire des leurres, tu vois, ce serait énorme. Et je me dis qu'à cette époque-là, le gars était complètement visionnaire et ça a été un des premiers. Et c'est pour ça que je t'en parle. Mais comme je te l'ai dit plus tôt, c'est pas les premiers leurres jamais inventés. Ça c'est pas vrai, je l'entends souvent. Ce n'est pas vrai. En tout cas, c'est lui qui a démocratisé la pêche au leurre grâce à une fabrication beaucoup plus facile et une fabrication à la chaîne. Il faut savoir que les industries fortes, c'est eux qui ont inventé la fabrication à la chaîne. C'est dans ces années-là. Aujourd'hui, ça nous paraît normal et simple, mais les fabrications à la chaîne, à cette époque-là, c'était vraiment à la maison, à l'ancienne. Après, Laurie, il a vraiment commencé à exporter un petit peu partout, surtout en Suède, vraiment en Europe. Mais là où ça a tout changé, comme je te l'ai dit plus tôt, il y a des leurres qui sont arrivés jusqu'aux États-Unis. Et il y a deux pêcheurs, des hommes d'affaires, tout de Minneapolis. Donc, je lis leurs noms de suite. Ray Ostrom et Ron Weber. Donc, qui ont découvert le poisson. Et apparemment, sur une session de pêche, les mecs, il y en a un qui a utilisé un leurre, tu vois, et qui a mis un carton à tous les autres. Il leur a mis misère. Et je pense que les types, ils se sont dit, attends, là, il y a un truc à faire. Ils ont senti le filon. Ils ont contacté Rapala. Et bien sûr, il a accepté, évidemment, exporter aux États-Unis, je pense. En sachant que les États-Unis, dans les années 50-60, ils avaient 20 ans d'avance sur nous. Là, je pense que produire pour les Américains, c'était quelque chose d'énorme. C'était des marchés complètement nouveaux et il y avait vraiment moyen de faire du business. C'est que quelques temps plus tard, ils ont pu fonder aux USA The Rapala Company, donc l'entreprise américaine, donc aux USA. Et c'est grâce à ça vraiment que les exportations sont lancées dans le monde entier. Il faut imaginer qu'aux États-Unis, la pêche sportive, ça devrait être un truc de ouf. C'est complètement nouveau. Maintenant, des vraies innovations aujourd'hui à la pêche, il y en a plus vraiment. Ça changeait complètement des pêches à la ligne ou au vif, quoi. Il y avait vraiment une évolution de la pêche. On n'était plus obligé de pêcher pour bouffer, complètement, mais c'était aussi une pêche plaisir, une pêche de lancer, des recherches de prospection, et ça c'est complètement différent. On se ment pas, aujourd'hui ce qu'on kiffe dans la pêche, certes c'est là attraper le poisson, mais c'est aussi prospecter le milieu, changer de leurre, tester des techniques, faire évoluer des leurres différents avec des nages différents, et apprendre à les connaître. Et c'est ça en fait qu'il a créé ce mec là, parce qu'après il a créé différentes formes, ça allait je crois que jusqu'à 18 cm, donc faut pas oublier que 18 cm c'est ça. Donc les gars déjà ils visaient le big bait et le brochet si tu réfléchis bien, et c'est ça qui est énorme avec cette marque. Le truc, c'est qu'il faut pas oublier que ces leurres-là, ils étaient produits en pain. C'était pas du plastique comme aujourd'hui avec des billes en métal à l'intérieur, en plomb à l'intérieur, on pouvait jouer sur les profondeurs. Tout était en bois. Et apparemment, d'après ce qui est dit, le leurre était pas facile à lancer, c'était pas évident. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, il y a eu, en fait, les deux types que je t'ai dit avant, Ray Ostrom et l'autre, en fait, ils avaient vraiment beaucoup de contacts, soit à la radio et dans les journaux. Et ils ont publié un article dans un journal, le jour de la mort de Marilyn Monroe. En fait, il y a un journal qui est sorti. Donc, t'imagines même pas combien ça s'est vendu, parce que Marilyn Monroe, à l'époque, faut pas oublier, c'était The Star. Il y avait 2 pages, je vais te les afficher, qui parlaient du leurre Rapala. Et ça a fait une pub énorme. Et c'est vraiment ça qui a lancé la marque. Et il faut imaginer qu'en 1988, ils ont vendu le 100 millionième leurre. Donc, 20 ans plus tard, t'imagines, entre les années 30 et 50, il y avait 51 404 leurres qui sont sortis.
Et entre les années 50 et 80, donc en 30 ans, ils ont fabriqué 100 millions de leurres. C'est un truc de fou. Ça prouve que cette marque s'est vraiment propulsée à travers le monde de la pêche. Et c'est ça qui est énorme. Évidemment, plus tard, il y a plein de trucs qui sont sortis. Vous savez, Shadow Rap, Jigging Rap, tout ça. Plein de marques. Enfin, plein de marques, plein de leurres de chez Rapala. Et vraiment, il y a des leurres comme ça qui sont mais indémodables encore aujourd'hui. Un Jigging Rap en vertical sur un lac de barrage, c'est indispensable. T'as les petits leurres à truite, là, je sais plus comment ils s'appellent. Mais ça, c'est pareil, c'est de l'indispensable. Moi, j'en ai 2 dans ma boîte. Je les sors et je fais du poisson avec, c'est sûr. C'est vraiment des leurres indémodables. Et comme je te l'ai dit au début de la vidéo, tu peux le reconnaître parmi des milliers de leurres. Tu poses un Rapala au milieu, tu peux le reconnaître. Il a une forme, il a une vraie identité. Et c'est ça que j'aime dans cette marque. Ce qui est pas mal aujourd'hui, c'est qu'aussi Rapala, maintenant, il fabrique dans 3 pays différents, en Finlande, en Estonie. Donc là, il n'y a que 2-3 heures de distance. Donc c'est intéressant pour les coûts vous savez, de production, puis même pour le bilan carbone, qui est quand même relativement faible. Après, il y a quand même une petite partie qui est fabriquée en Indonésie, surtout pour leur sous-marque Storm, qui est fabriquée en majorité en Indonésie. Par contre, les leurres Rapala sont toujours faits en Finlande et en Estonie. Donc les 2 pays communiquent comme ça. Alors je sais qu'il y a une partie qui fait la peinture, l'autre la fabrication, enfin je saurais pas te dire. Mais en tout cas voilà, c'est ça qui est aussi intéressant avec cette marque, c'est toujours aujourd'hui fabriqué en majorité en Europe. Et c'est ça qui est bien. On connaît la suite de l'histoire. En 1974, Lauri Rapala décède, ce qui paraît plutôt logique, et c'est son fils qui a pris la relève aujourd'hui et qui continue encore à perdurer cette histoire. Et apparemment, d'après mes sources, il fabrique à peu près 20 millions de leurres par an. Faut imaginer ce que c'est énorme. Il se place encore en tête des marques, même si, selon moi, aujourd'hui, il y a quand même les marques nippones, les marques japonaises, tout ça, qui sont très fortes sur le marché. Les marques américaines, je te raconte même pas, il y a beaucoup plus de marques aujourd'hui. Le marché est beaucoup plus serré, même si je trouve que dernièrement, Rapala, ils ont sorti pas mal de nouveautés qui sont très qui sont vraiment pas mal. Super Shadow Rap, tout ça, moi j'aime bien ces leurres-là. Mais c'est vrai que ça a changé, la concurrence est beaucoup plus féroce. Mais j'avais vraiment envie de te faire cette vidéo parce que cette histoire, elle est complètement folle, je trouve. Et ça montre que la pêche, ben, c'est une vraie histoire industrielle comme tout le reste, malgré que bon, aujourd'hui c'est l'industrie qui nous cause des problèmes avec tous les soucis écologiques, tout ça qu'on connaît. Mais à cette époque-là, c'était vraiment quelque chose et j'avais vraiment envie de vous en parler par rapport aussi à la suite de la vidéo de la dernière fois. Mon petit poteau, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Je t'ai fait des petites incrustations en même temps de la vidéo. J'espère que je me suis pas trop mal débrouillé. C'est pas facile de monter ce genre de vidéo. C'est la première fois que je fais ça. Et je pense que je suis un des rares sur YouTube à vraiment faire ce type de vidéo. Je te mets le lien de mes informations que j'ai trouvées en bas de la vidéo. Tu verras, je me suis vraiment focalisé sur un site qui vraiment a l'air très sérieux. J'ai vu plein d'infos sur les leurres Rapala. J'ai même vu des légendes de fous comme quoi ils sortaient des brochets énormes alors que les autres pêchaient rien. Et c'est grâce à ça que c'est fait connaître. C'est pas vraiment vrai. Bon, c'est sûr. Forcément, de toute façon, pour pouvoir vendre un leurre et être connu, il a forcément fallu qu'il fonctionne. Hein. Tu peux faire le meilleur leurre du monde. S'il ne pêche pas de poisson, tu te fais pas connaître. Donc ça, c'est clair. Mais il y a un peu de tout sur Internet. Ça a été difficile de trouver les vraies informations. Mais en tout cas, merci aussi, surtout Exo6, qui m'a permis de trouver toutes ces infos. Les petits potos, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Merci pour les vues là, sur les dernières vidéos, là, c'est super cool, franchement. On claque les 2000 vues sur la dernière vidéo Silure, alors que je pêche pas de poisson. J'ai même vraiment hésité à vous la poster, je me suis dit non, ça va pas leur plaire, et je vois que ça fait des vues. Je prends des abonnés tous les jours, merci les potos, prenez soin de vous, vraiment je suis trop content, c'est trop bien. Voilà, à la prochaine les potes. Et t'as vu, je suis allé chez le coiffeur, ça fait du bien, hein. C'est pas mal, hein. Il s'est bien débrouillé le salaud, allez les potos, ciao. N'oublie pas, l'algorithme, tu sais, il est pas cool l'algorithme. Donc n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Et si t'as rien à marquer, tu mets même un petit smiley, tu vois. Genre un petit salut, tu vois. Ou un petit comme ça, là, tu vois. Hein? Allez, salut.